Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 4e-bas couverture. Avant-propos. Ce livre est issu de la journée du 25 janvier 2013 organisée par l'ADIF, Association pour le droit international humanitaire, France, avec la coopération de l'IREMMO, Institut de recherche et d'études Maghreb-Moyen-Orient, dans le but de contribuer à l'analyse et la réflexion sur le droit international, ses principes fondamentaux et la manière dont ils sont interprétés et ou appliqués en liaison avec les conflits récents et actuels. Le droit est-il adéquat? Quels principes et critères retenir? Comment les interpréter? On trouvera dans les exposés qui suivent des analyses, souvent en dehors des idées dominantes, qu'il nous a semblé utile et important de présenter même si elles n'engagent pas en tant que telles l'ADIF ou l'IREMMO. Daniel Lago, président de l'ADIF, présente le droit international relatif aux conflits armés, ses diverses interprétations, et une brève analyse d'ensemble des conflits armés récents et actuels, en particulier en Libye et en Syrie. Robert Charvin, professeur émérite de droit, et Roland Weil, avocat, vice-président de l'Association internationale des juristes démocrates, présente ensuite des analyses approfondies de la situation dans le monde et de ses problèmes majeurs liés en grande partie, selon eux, aux interprétations abusives, à la non-application ou au non-respect par les puissances occidentales de la Charte des Nations Unies et des textes la complétant sur les droits économiques et sociaux. Géraud de la Pradelle, professeur émérite de droit, étudie de manière détaillée le cas de la Palestine, avec la question: que peut-on attendre de sa reconnaissance comme État non membre de l'ONU, en particulier pour une action éventuelle de la Cour pénale internationale? Niels Anderson, essayiste et analyste géopolitique, analyse la situation en Syrie et au Mali, et étudie à cet égard le rôle des mouvements islamistes d'idéologie djihadiste ou salafiste, plus ou moins liés à des pays arabes, ainsi que les politiques occidentales confrontées, selon lui, à une quadrature du cercle à cet égard. Nous espérons que ce livre contribuera à sa façon à la réflexion nécessaire de tous sur les problèmes de fond de notre époque. Paris, 15 mars 2013. Droit international et interventions armées, Daniel Lago. Introduction. Afghanistan, Irak, Libye, Mali, Syrie, autant de conflits récents ou en cours qui sont en partie des guerres civiles, en partie des conflits internationaux, avec des interventions armées occidentales directes pour les 4 premiers, et une intervention indirecte à ce jour dans le cas de la Syrie. Divers motifs ont été invoqués pour ces guerres. Légitime défense à la suite des attentats du 11 septembre dans le cas de l'Afghanistan, menace pour l'humanité qu'auraient fait peser les armes de destruction massive de l'Irak, protection des populations contre les massacres généralisés qui auraient été commis par le pouvoir en place en Libye et en Syrie, défense du Mali contre les groupes islamistes. A été ajoutée la lutte contre le terrorisme, dans le cas de l'Afghanistan et du Mali, ou aussi dans celui de l'Irak, et ont aussi été ajoutés dans tous les cas, des motifs humanitaires, même lorsqu'ils n'étaient pas la raison première invoquée. Libérer les peuples de dictatures violant les droits humains et leur apporter, ou contribuer à leur apporter liberté et démocratie, Irak, Libye, Syrie, ou les libérer aussi de mouvements islamistes extrémistes violant entre autres les droits des femmes, Afghanistan, Mali. À cet égard, une remarque préliminaire: si tous partagent la même indignation face aux violations des droits humains ou aux crimes commis dans certains pays, les milieux humanitaires sont divisés sur la question: que faire après s'être indigné? Stéphane Hessel, devenu célèbre en 2010 avec son Indignez-vous, s'est exprimé, comme Bernard-Henri Lévy ou Bernard Kouchner, en faveur de l'intervention en Libye, d'une intervention armée directe en Syrie avec ou sans l'aval du Conseil de sécurité, et même rétrospectivement en faveur de la guerre en Irak. Les grandes organisations humanitaires ont des points de vue plus nuancés, mais ont accepté ou soutenu certaines interventions, en particulier en Libye. Pour d'autres, comme Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, les interventions occidentales, quand elles ont eu lieu, par exemple en Somalie en 1992, en Serbie en 1999 à propos du Kosovo, en Libye ou en Afghanistan et en Irak, ont été lancées puis menées sur la base d'affirmations exagérées ou mensongères pour des motifs autres qu'humanitaires et moins avouables, et le remède a été le plus souvent pire que le mal. L'exposé qui suit est centré sur les questions de droit,
mais essaiera aussi de donner des éléments d'appréciation sur le fond. La section 1 présente le droit et les interprétations qui en sont faites. La section 2 traite plus spécialement de la responsabilité de protéger. La section 3 discute des conflits en Afghanistan, au Mali et en Libye, et la section 4 du conflit en Syrie. Quelques remarques sont données en conclusion sur la question. Le droit est-il adéquat? Quels principes retenir et comment les interpréter? 1. Interventions armées, le droit international et ses interprétations. Nous examinons ci-dessous les cas d'intervention soit en dehors de l'ONU, soit sous son égide, puis les cas intermédiaires de la guerre de l'OTAN contre la Serbie en 1999 et de la guerre d'Irak en 2003. Intervention armée en dehors des Nations Unies. Selon l'article 2.4 de la Charte, les États membres de l'ONU s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationale, développer des relations fondées sur l'égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Le seul cas où la force peut être utilisée en dehors de l'ONU est la légitime défense, en référant au Conseil de sécurité et jusqu'à ce qu'il ait pris les mesures nécessaires. Des incidents frontaliers ne justifient pas une guerre destinée à éliminer le régime adverse. La légitime défense préventive, contre un pays soupçonné de vouloir vous attaquer, semble de même contraire à la Charte. Selon certains, une intervention contre un État violant les droits humains serait compatible avec l'article 2.4 si elle ne vise pas son intégrité territoriale ou son indépendance, mais vise seulement, en théorie, à faire respecter les droits humains, thèse cependant peu défendable. Il semble en revanche que rien n'interdit dans la Charte à un État de venir en aide à un autre à sa demande, y compris militairement, s'il n'y a pas de décision éventuelle de l'ONU pouvant s'y opposer. En particulier, les États membres s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'ONU entreprend une action préventive ou coercitive. Il s'agit ici a priori d'aide à sa demande au gouvernement officiel, représenté comme tel à l'ONU. Apporter une aide à un mouvement armé en lutte contre le pouvoir pourrait être un acte d'agression. À part quelques exceptions, comme celle du régime chinois réfugié à Taïwan de 1949 à 1971, l'ONU reconnaît comme gouvernement officiel celui qui a le pouvoir principal. Certains invoquent cependant une règle coutumière, selon laquelle chacun devrait s'abstenir d'intervenir, y compris à la demande du gouvernement officiel, en cas de guerre civile, la limite entre opération de maintien de l'ordre et guerre civile étant toutefois souvent incertaine. Selon des dépêches du 14 mars 2013, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a balayé les critiques de la Russie sur une perspective de livraison française d'armes à l'opposition syrienne. Moscou avait notamment parlé de violation de la loi internationale, si des armes étaient fournies à la rébellion. Fabius aurait déclaré selon ces dépêches: on ne peut pas arguer de telle ou telle considération juridique pour dire « on peut livrer des armes à Bachar mais on ne peut pas permettre que les résistants se défendent ». Il n'est pas clair si Fabius pense ici que la livraison d'armes envisagée serait légale, ou s'il pense qu'elle serait justifiée sur le fond, en dehors du droit. Historiquement, l'intervention des États-Unis au Vietnam dans les années 1960 a eu lieu théoriquement à la demande du gouvernement officiel du Vietnam du Sud, dépendant en réalité totalement des États-Unis, face à une guerre civile l'opposant à un front de libération nationale et ou à une agression communiste du Vietnam du Nord. L'Union soviétique est de même intervenue en Afghanistan à partir de 1979, et dans les années 1980, à la demande du gouvernement officiel afghan. Ces interventions armées seraient ainsi, certes contestables sur le fond, mais non nécessairement illégales. Plusieurs interventions armées des États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle, ou celle de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie en 1968, ont-elles été lancées contre un autre pays sans demande de sa part et semblent ainsi illégales. L'Union soviétique avait lancé ses troupes en s'attendant à une demande d'aide du gouvernement tchécoslovaque, qui n'eut pas lieu. En 1979, l'invasion du Cambodge par le Vietnam, qui invoqua des incidents frontaliers et l'existence, selon lui, d'un plan du Cambodge pour l'attaquer avec la Chine, a été probablement elle aussi illégale.
Le Vietnam aurait invoqué un droit de suite pour prendre le contrôle de la capitale du Cambodge, où un nouveau régime fut installé. Certains justifient l'action du Vietnam par la situation humanitaire au Cambodge, argument non invoqué par le Vietnam et difficilement recevable selon le droit actuel. Le Cambodge est resté représenté à l'ONU par les Khmers rouges jusqu'à leur défaite finale des années plus tard. Intervention armée sous égide des Nations Unies. Le principe de base est la non-ingérence de l'ONU dans les affaires intérieures d'un État, qui inclut, dans la conception traditionnelle, son régime et la lutte éventuelle contre des mouvements protestataires ou séparatistes à l'intérieur de ses frontières reconnues, à charge pour l'État de veiller au respect des droits humains. Aucune des dispositions de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Article 2.7. Les seuls motifs explicites d'intervention sont limités dans la Charte à ceux du chapitre 7, acte d'agression, rupture de la paix entre différents pays, ou menace contre la paix et la sécurité internationale, la Charte confiant au Conseil de sécurité la responsabilité principale pour les maintenir ou les rétablir. Les États membres doivent donner à l'ONU pleine assistance dans toute action entreprise conformément aux dispositions de la Charte, qui prévoit des procédures en cas d'intervention armée, État-major sous égide du Conseil. Pour certains, déléguer ces pouvoirs à des États particuliers ou des organisations régionales comme l'OTAN ne serait pas conforme à la Charte. La notion de menace contre la paix et la sécurité internationale était comprise, jusqu'à la fin des années 1980, au sens de menace de guerre entre différents pays. Le Conseil a depuis, d'une manière abusive selon certains, estimé qu'elle peut provenir d'une situation interne à un pays du fait de répercussions réelles ou éventuelles dans d'autres pays. L'Assemblée générale, dont le rôle selon la Charte est a priori plus limité, et ses résolutions n'ont pas en général d'effet contraignant, s'est cependant donné avec sa résolution 377 le pouvoir de faire elle-même des recommandations tangibles aux États membres de l'ONU dans les cas prévus au chapitre 7, y compris l'emploi éventuel de la force en cas en particulier d'agression, si le Conseil ne s'acquitte pas de sa responsabilité principale, du fait que l'unanimité n'a pas pu se réaliser entre ses membres permanents. Adoptée en 1950 pour contourner un veto éventuel de l'Union soviétique au Conseil, elle est discutable au regard de la Charte, mais a été acceptée dans la pratique et parfois utilisée, y compris contre les souhaits de certains pays occidentaux, mais non des États-Unis, par exemple pour un boycott international de l'Afrique du Sud en 1981. Une première intervention armée sous égide de l'ONU est la guerre contre la Corée du Nord, accusée d'agression envers le Sud, guerre décidée en 1950 par le Conseil de sécurité en l'absence de l'Union soviétique, qui refusait alors de siéger pour protester contre la non-admission à l'ONU du nouveau pouvoir communiste chinois comme représentant de la Chine et pensait ainsi bloquer le Conseil, selon L'. Article 27.3 de la Charte. Une résolution pour être adoptée doit recevoir un vote affirmatif, incluant les voix de tous les membres permanents. Les présents interprétèrent ce texte en décidant que seul le vote négatif d'un permanent, et non son abstention, empêcherait l'adoption. L'Union soviétique dut s'incliner et revint siéger. L'adoption de la résolution 377 par l'Assemblée suivit. Un second exemple est la première guerre d'Irak en 1991, suite à son invasion du Koweït, ancien protectorat britannique que l'Irak revendiquait comme province irakienne, mais qui était devenu indépendant et avait à tort ou à raison, été admis comme tel à l'ONU en 1963. Plusieurs interventions armées humanitaires ont eu lieu dans les années 1990. Le Conseil invoqua l'interprétation large de la notion de menace contre la paix internationale citée, par exemple lors de la famine en Somalie en 1992, intervention cependant contestable selon Ronnie Broman, ancien président de MSF. Les enquêtes de MSF sur les détournements de l'aide internationale auraient été dénaturées pour justifier une intervention aux conséquences négatives. Il n'y eut pas en revanche d'intervention lors de la phase principale du génocide au Rwanda en 1994 ou lors du massacre de Srebrenica en 1995 malgré la présence de forces d'interposition de l'ONU, qui, selon Broman, n'auraient cependant pas pu faire grand-chose au Rwanda face au déferlement de la violence meurtrière. Une intervention,
contesté par certains, des forces françaises présentes sur place fut autorisée par le Conseil au Rwanda vers la fin des événements. Les interventions en 2011 en Côte d'Ivoire et en Libye ont été autorisées par le Conseil de sécurité sur la base de la responsabilité de protéger. Voir section 2. Je reviens en section 3 sur le cas de la Libye. Celui de la Côte d'Ivoire est voisin. Intervention autorisée par le Conseil pour protéger les populations, en invoquant les massacres qui auraient eu lieu de la part du pouvoir en place. L'action de la France a aussi probablement outrepassé ce qu'autorisait le Conseil. Cas intermédiaire. La campagne humanitaire, de bombardement de l'OTAN contre la Serbie en 1999 à propos du Kosovo, alors partie de la Serbie, et celle des États-Unis en 2003 contre l'Irak, ont été précédées de résolutions du Conseil de sécurité sous le chapitre 7, menaçant la Serbie ou l'Irak s'ils ne respectaient pas certaines exigences, large autonomie du Kosovo sous contrôle entre autres par l'OTAN, destruction par l'Irak de ses supposées armes de destruction massive. Le Conseil invoquait dans chaque cas une menace discutable contre la paix et la sécurité internationale. Ces guerres ont cependant été lancées sans décision précise d'emploi de la force, suite à l'opposition de la Russie qui estimait que la voie diplomatique n'était pas épuisée, pour la première ou de la France pour l'Irak. L'OTAN ou les États-Unis et leurs alliés ont, eux, décidé que les exigences du Conseil n'étaient pas respectées, ce qui leur aurait donné le droit d'agir, thèse a priori peu défendable sur le plan du droit. Cependant, alors que le premier rôle du Conseil est de condamner les actes d'agression, si agression il y a, tous ses membres se sont inclinés, y compris la Russie dans le premier cas ou la France dans le second, qui n'ont pas proposé de résolution, vouée à l'échec mais marquant leur désaccord, condamnant ces guerres, et le Conseil en a entériné les conséquences. Kosovo sous contrôle de l'ONU, en pratique de l'OTAN, occupation de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés. La Cour internationale de justice, organe juridique principal des Nations unies, aurait pu se prononcer. Elle peut prendre des décisions contraignantes sur des conflits entre États sur saisine par un État membre, si les autres États impliqués acceptent sa compétence, ce que ne font pas les États-Unis, mais que font par principe les pays occidentaux européens impliqués dans un cas ou l'autre. Saisie par la Serbie en 1999, elle ne prit pas de mesures immédiates en invoquant des raisons de procédure et au moment de juger sur le fond, décida, en 2004, que la Serbie n'était pas strictement membre de l'ONU en 1999, après la dislocation de l'ex-Yougoslavie et ne pouvait donc pas la saisir. La chute rapide du régime irakien en 2003 ne permet pas de savoir ce qui s'est alors passé alors. 2. Triptyque droit international humanitaire, justice internationale, responsabilité de protéger. Le droit international humanitaire vise à établir des lois de la guerre, devant être respectées par tous dans les conflits armés, quelle qu'en soit l'origine ou les causes défendues. Là où il s'agissait au départ de traités entre États destinés à encadrer les guerres les opposant les uns aux autres, il a visé aussi ensuite à définir entre autres, au-delà des traités, des crimes concernant l'humanité entière, dont les responsables devraient ainsi le cas échéant être poursuivis au niveau international, et a conduit plus récemment aux résolutions des Nations Unies sur la responsabilité de protéger, pouvant permettre des interventions sous égide de l'ONU en cas de violation particulièrement grave lors des un conflit interne à un pays. Tout d'abord, ce droit est-il bien défini et que dit-il ? Droit international humanitaire. Parmi les principaux traités entre États, les conventions de Genève de 1949, ratifiées par tous, interdisent entre autres les atteintes à l'intégrité physique ou la dignité, assassinats, tortures, traitements inhumains, des personnes, combattants hors de combat, prisonniers, civils, au pouvoir d'une partie au conflit. Ces actes y sont des infractions graves, aussi qualifiées de crimes de guerre, soumises à la compétence universelle des tribunaux nationaux dans le cas de conflits entre États. Leur protocole additionnel I de 1977, qui s'applique aussi aux conflits dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère ou les régimes racistes, y ajoute entre autres les attaques visant des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités ou des populations civiles, ainsi que les attaques indiscriminées, de nature à causer des pertes civiles,
menées en sachant qu'elles causeront des pertes civiles incidentes excessives par rapport à L'. Avantages militaires directs et concrets attendus. Il n'a pas été ratifié par certains pays, États-Unis, Inde, Pakistan, Israël, et l'a été avec des réserves par les grands pays occidentaux européens. Le droit coutumier est supposé représenter un consensus théorique général, que les États aient ou non ratifié tel ou tel traité et même si les pratiques sont différentes. Outre la torture et les traitements inhumains, certains pays, dont les États-Unis du temps de Bush, en ont cependant une conception spéciale, sont largement reconnus comme crimes de guerre pour tous les conflits, les attaques visant des civils ne participant pas directement aux hostilités, ce qui reste ambigu dans le cas de civils travaillant pour L', armée ou la guérilla sans participer au combat, concevant ou fabriquant les armes, ou de responsables politiques comme ceux visés par des drones, ou visant des populations civiles en tant que telles. Sont a fortiori concernés les crimes contre l'humanité, ensemble d'actes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.